Après, faut pas prendre la comparaison pour dire, «Regardez ça, c'est bien, ça, c'est moins Oui. bien» ou «Eux, ils ont réussi, ils ont pas». Il y a aussi, l'idée, c'est de faire ressortir la singularité de chaque œuvre. Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne, je suis Paul Hapman et vous êtes dans l'émission Intervieweur, émission interactive, d'interview, voilà, qui en est déjà à son 12e épisode. Elle se consomme sous plusieurs formes, cette émission. En amont, vous pouvez poser des questions sur les réseaux sociaux, sur mon Discord, sur Insta, sur Twitter et sur YouTube à mes invités. On va de l'essentiel au futile, poser des questions qui n'auront pas toujours de réponse ou la réponse attendue, bref, vous faire découvrir mon invité ou redécouvrir mon invité. D'une façon que vous ne connaissez pas encore. Et sans plus attendre, je vous propose que si Monsieur Bobine est prêt, je vois. Super, on va tout de suite donc le faire sortir de sa loge. Je vous prie d'accepter notre invité et d'être le plus gentil avec lui ce soir. C'est parti. Bonsoir, ça va? Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Trop cool, ça fait plaisir. Bienvenue donc du coup dans l'émission. On me dit dans le chat que tu te remets doucement de Furiosa, c'est peut-être ça. Oui, je viens de voir, ouais. Si peu. Si peu. Il faut du temps. C'est-à-dire que ouais, c'est encore un rouleau compresseur de Georges Mineur. Ok. Il faut du temps pour le digérer et plus on le digère, plus on se dit oh putain, la vache. Donc, il faut que je retourne le voir. Je l'ai pas vu, mais j'ai vu Fury Road, donc je peux voir l'idée en tout cas. Bienvenue en tout cas dans l'émission. Alors première question qui paraît pas forcément évidente puisque comme je l'ai dit, la plupart des gens te voient sous un avatar d'habitude, d'habitude si vous n'avez pas l'expérience de la chaîne YouTube, que je vous encourage d'ailleurs chaudement à aller voir par la suite, eh bien vous êtes en face d'une bobine tout simplement de pellicule qui vous parle avec Adepte de la grande toile, bonjour. Je vous l'avais annoncé dans un précédent épisode, et le moment est arrivé. On va dire un grain de voix un peu différent quand même de ce que j'entends là tout de suite. Comment je t'appelle du coup? Qu'est-ce qui tu préfères? Parce que si j'ai bien compris, l'émission s'appelle le Ciné-Club de Monsieur Bobine. Monsieur Bobine, à la base, c'est j'imagine la bobine qui nous parle. Est-ce que je t'appelle aussi Monsieur Bobine? Est-ce qu'il y a autre chose que tu préfères? Qu'est-ce qui te met à l'aise? Non, appelle-moi Julien, c'est plus simple. Julien, très bien. C'est surtout qu'en fait, Monsieur Bobine, pour le pratique, pour le côté pratique, je dis que je suis Monsieur Bobine, mais en vrai, c'est un collectif. D'accord, C'est une créature de Frankenstein composée d'à peu près 5 ou 6 personnes. Moi, c'est Julien, je fais la voix, je fais l'animation et je m'occupe effectivement du montage des épisodes. Mais par contre, on se divise l'écriture dans toute une équipe. En termes de réalisation, c'est vrai que je fais énormément sur la chaîne, mais par contre, en termes de recherche documentaire, par exemple, mon camarade Cyril, qui vient de sortir la vidéo sur Dark Vador, travaille depuis 5 ans à cette vidéo, à l'écriture, a lu il y a un boulot absolument monstrueux qu'il a fourni, et en général c'est souvent ça, c'est-à-dire que moi je suis souvent la face réalisation et eux sont la face recherche, écriture, même si je fais les deux, c'est-à-dire que je peux réaliser aussi des vidéos, mais c'est clair que tout seul ça aurait été impossible de faire une chaîne comme ça avec un personnage animé. Ok, bah oui, j'imagine, je l'ai vu cette vidéo dont tu parles sur Dark Vador qui est excellente et qui est surtout hyper dense avec un gros travail de recherche, donc du coup effectivement on va tout de suite casser le mythe, même si je pense que les gens le savent depuis le temps. Vous êtes une équipe, donc comme tu le dis, ouais. Et même si je dis pas de bêtises, on va venir, mais j'imagine que tu as commencé solo à la toute base. Oui, à la toute base, j'étais tout seul et c'était pas du tout la même chose en fait. C'était, vous les avez encore les épisodes, c'est dans les archives de Monsieur Bobine. Vous infligez pas ça parce que c'est des vidéos, elles sont encore sur la chaîne YouTube. Je les garde parce que faut quand même assumer l'origine de la chaîne. Mais c'était des petites vidéos de 3 minutes en fait, qui étaient où la voix était encore beaucoup plus accélérée que ça. Parce que 3 minutes, je me suis rendu compte que c'était extrêmement court pour parler de films que j'adorais. Donc j'étais obligé d'être vraiment sur un côté super généraliste, tout ça. Bon, c'était pour une chaîne de télévision locale à l'époque, c'était pas du tout pour internet. Ok. Et il se trouve que cette chaîne de télévision avait besoin de petits programmes pour caler en fait dans la grille quand on avait 2-3 minutes de battement, parce que toutes les émissions en fait n'avaient pas la même durée, mais devaient démarrer à la même durée. Donc on avait ce qu'on appelait des petits programmes de calage. C'est des petites virgules, des petites émissions en fait qu'on va placer ça et là, pour remplir la grille à des endroits. Donc c'est pas des émissions ponctuelles. Enfin, il y avait un rendez-vous ponctuel, mais globalement ça servait de bouche-trou quoi. Okay. Le souci c'est que moi j'avais énormément de mal à me tenir à 3 minutes, donc des fois elle faisait 4 et je me faisais engueuler par ma directrice d'antenne. Donc bon, il fallait que j'en produise un par semaine, donc c'était beaucoup de travail. Poser sa voix, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Moi j'ai mis 5 ans avant de pouvoir être à peu près fier d'une voix. Et encore quand je regarde des épisodes qui sont même assez récents, il y a 2-3 ans, je me dis oh, putain c'est une catastrophe. Donc sachez que poser sa voix c'est un exercice extrêmement dur. J'ai eu l'occasion au Ciné-Club de l'Étoile à la Colo Panic Cinéma de croiser Karim Debache,
excellent. que j'aime beaucoup. Ok. Et la première chose que je lui ai dit, c'est que je dis, écoute, j'aime bien ce que tu fais, mais je suis extrêmement jaloux de ton débit vocal. Parce que moi, je suis infoutu, en fait, comme ça, de balancer un texte. C'est pénible, en fait, de lire un texte. Il y a énormément de montage derrière. Et en fait, il m'a expliqué que lui, c'était l'inverse, c'était une malédiction. Parce qu'en fait, il s'est retrouvé des fois à devoir parler, en fait, et à être traduit dans des masterclass par quelqu'un qui lui disait, vous parlez trop vite, parlez plus lentement. J'arrive pas à traduire, ça va trop vite, en fait. Ok. Donc voilà, chacun ses petits problèmes. J'allais te demander quel est ton plus vieux souvenir sur Internet, alors en tant qu'internaute, mais aussi en tant que créateur. Mais donc du coup, tu nous dis que ça n'a pas forcément commencé sur Internet, mais plutôt à la télé, du coup, si je comprends bien. Ou est-ce qu'il y a eu autre chose avant, peut-être un autre projet, un autre truc que j'ai pas connu? Le truc, c'est qu'en fait, avant, on m'avait proposé, vu que je parlais dans la rédaction de ma petite chaîne de télévision locale, ça s'appelait Angers 7 à l'époque, donc c'était à Angers, dans l'Ouest. J'arrêtais pas de parler de cinéma tout le temps, donc quelqu'un m'a dit, dis donc Julien, est-ce que tu voudrais faire une chronique ciné? Ouais, super, pas de problème. Et en fait, quand je me suis mis sur le plateau avec le journaliste et ma petite chronique toute faite, devant la caméra, je me suis liquéfié tel un flambi dans un micro-ondes. Ok. C'est un métier, c'est-à-dire qu'en fait on se met pas à parler comme ça de cinéma face caméra, c'est quelque chose qui est quand même très compliqué. Donc voilà, j'ai mis ça de côté en disant on met ça dans une boîte, on enferme la boîte dans une archive, on n'en parle plus jamais. Ok. Après, effectivement, on nous a proposé de faire des petits programmes. Initialement, Monsieur Bobine, ce n'était pas du tout, en fait, une bobine. Le template de base du personnage, c'était un petit électron. Parce qu'avec mon coloc et mon collègue de l'époque, Michael, qui lui était cadreur, on avait le projet de faire une petite virgule, en fait, comme ça, avec des petits trivia scientifiques. C'était un petit truc pour s'éclater en animation. L'idée, c'était de faire un petit dessin animé, parce que nous, on aimait bien l'animation. Et le directeur d'antenne en a pas voulu. Enfin, le patron de la chaîne en a pas voulu. Du coup, j'ai dit, est-ce que je peux récupérer le personnage et essayer de faire autre chose? Je vais proposer, moi, du coup, une petite émission ciné. Et c'est comme ça que le pilote, je crois que c'était l'émission sur les dents de la mer. Rétrospectivement, c'est irregardable, mais visiblement, ça leur a plu. Ils ont dit, oh, c'est très bien. Bon, après, c'était pas non plus d'une exigence folle pour des programmes de calage. Ils avaient pas non plus besoin de trucs de fou. Ok. Mais ils trouvaient ça rigolo. Le format était amusant. Donc, voilà, ça a commencé comme ça. Ok. Et donc ça, c'est est-ce que c'est, on va dire, si on cherche dans les archives ou si on cherche sur le net les choses les plus anciennes que tu aies pu produire autour du cinéma ou en contenu en général, c'est ça du coup? Ouais, je pense. Alors, elles sont peut-être pas les plus anciennes sur la chaîne parce que je les avais mises, mais je revérifie vite fait. Alors, c'est Apocalypse Now, bizarrement, ouais. Mais en fait, c'est parce que je les ai mis toutes d'une traite. Ah, bah, il n'y a pas les dents de la mer. Okay. Peut-être qu'elle a été bloquée d'ici. Si, elle y est, mais elle est beaucoup plus tard. C'est un Lost Media. Ouais, non, si, elle y est. Okay. Bon, après, encore une fois, c'est vraiment si vous voulez vous infliger ça. En termes de rythme, ça va beaucoup trop vite. Et la voix, elle était pitchée à 130%. Ok. Ce qui est quand même un sacré bon débit. Et quand on sait pas poser sa voix, quand on a du mal à accélérer, à avoir un débit, surtout avoir une diction spécifique, parce que mine de rien, c'est quand même pas évident. Enfin, quand on parle, normalement, on peut avoir un débit, etc. Mais quand on parle devant un micro en lisant un texte, ce débit-là, c'est compliqué. Enfin, il faut le jouer, en fait. C'est vraiment pas évident. Okay. Pour le coup, je me dis, je vais mixer à 130. Il y a une autre raison, en fait, à ça, c'est que comme ça m'évitait d'entendre ma voix en montant. Il n'y a rien de plus désagréable de monter sur sa voix. C'est compliqué. On n'entend jamais notre propre voix, en fait. On l'entend à travers nos os, etc. Mais on ne l'entend jamais comme les autres l'entendent. Et quand on s'entend la première fois, on dit mais c'est pas possible, les gens m'entendent comme ça depuis que je suis né, c'est horrible. C'est un truc qu'on entend souvent quand voilà. Il faut du temps pour s'y habituer, s'habituer à réentendre parler. Et même encore maintenant, c'est toujours compliqué quand je réécoute les émissions, les trucs dans les interventions où je n'ai pas la voix pitchée de Monsieur Bobine. Ça reste compliqué. Donc c'est aussi un confort en fait de pitcher la voix, de la modifier un peu. Ouais. Alors maintenant elle est pitchée à 110%. Ça reste quand même, ça accélère un petit peu le débit, mais sans que ce soit vraiment mitraillette. Et ça permet de dynamiser un peu. Et encore une fois, ça me permet de travailler non pas sur ma voix, mais sur celle qui désormais est celle de Monsieur Bobine. Ok, donc finalement. Du coup, en pleine poussette, dit aussi sur le chat, la vraie torture, c'est d'avoir à condenser 3 minutes alors qu'on aimerait parler d'un film pendant 3 heures. Tu crois pas si bien dire? Clairement, qu'on se le dise, c'est pas courant. Enfin, en tout cas, moi, dans les chaînes cinéma que je suis, ou en général, c'est rare qu'il y ait un perso animé tout du long et qui soit gardé pendant autant d'années. Est-ce que c'est un confort aussi de peut-être de pas avoir voulu se montrer, de pas avoir voulu faire du facecam? Est-ce que la question s'est posée peut-être à un moment Quand on a commencé à faire l'émission sur Internet, quand je l'ai récupéré, parce que la boîte a coulé entre-temps, en G7 a coulé. Ok.
Donc au chômage avec un pote, Cyril notamment, celui qui a écrit Dark Vador, donc qui est un de mes camarades que je connais depuis très très longtemps, depuis l'école de ciné. On s'était dit, je lui avais demandé, est-ce que ça t'intéresserait en fait de reprendre Monsieur Bobine, si t'as un texte à écrire, tout ça, et on avait commencé par la vidéo sur Jurassic Park, qui est la première vidéo en fait à avoir un format long. Bon, c'était 10 minutes. Ouais. On était loin de se douter que quelques années plus tard, 9-10 ans plus tard, on allait faire des trucs d'1h15, mais voilà, vrai. à l'époque 10 minutes pour nous c'était waouh. L'autre vidéo qu'on avait fait c'était le 13e guerrier, et pour nous elle était tellement longue qu'il fallait la diviser en 2 parties parce qu'on avait fait quelque chose de 20 minutes. Alors, c'était incroyable. C'était pas la même Parce que époque maintenant, aussi, sur YouTube. Maintenant 20 minutes c'est un tout petit format pour nous. Le facecam en fait c'est ce que je disais tout à l'heure. Le format à la base c'était l'idée, c'était de pas montrer ma tête parce que c'est compliqué de montrer sa tête en fait et de jouer surtout. Oui, ok. Sur les lives par exemple, tu vois les lives Twitch, tout ça ou les lives qu'on fait nous-mêmes, ça me dérange pas. Ou même en interview ou un truc comme ça ne me dérange pas. Ou même d'animer une séance etc. parce qu'on est sur une tonalité plus de la discussion. Ok. Mais jouer en fait un texte, parce que quand on est en train de lire le truc, il faut l'intonation, etc. Je peux pas, j'ai pas une gestuelle, j'arrive pas à bouger, je suis comme ça, comme un poteau, c'est une catastrophe. Je comprends. Mais ça a aussi un autre avantage, c'est que souvent en fait sur internet, pour créer de l'engagement, en fait, il faut créer en fait un lien. Et le lien passe énormément par le visuel. Nous on n'a pas ça par exemple, c'est vrai que Monsieur Bobine ça reste une petite bobine, mais on n'a pas non plus, les gens voient bien que c'est pas quelqu'un, c'est pas... Et moi c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours un peu dérangé, le côté on va suivre des gens sur internet et en fait on commence à avoir une espèce de relation assez unilatérale de copinage. Jusqu'au jour où effectivement ils peuvent nous décevoir ou nous ça nous permettait de garder quand même une distance. Okay. C'est pas quelque chose qui était réfléchi, c'est quelque chose dont on s'est rendu compte rétrospectivement. Okay. Par exemple on n'a pas une communauté fanatique, on a une communauté qui nous suit, mais on a beaucoup de gens en fait qui viennent en fait ponctuellement regarder des vidéos qui les intéressent et qui ne regardent pas celles qui les intéressent pas, ce qui nous permet d'être assez éclectique. Le gros problème d'internet pour moi, des gens en tout cas qui sont dans la sphère cinéphile internet, c'est que beaucoup sont assez obsédés par une question qui pour moi est complètement absurde, complètement inutile, c'est celle de la légitimité. Il y en a beaucoup qui sont obsédés par cette question de légitimité, et le truc c'est qu'en fait on s'en fout. C'est-à-dire que je vois plein de gens passer en disant ouais non mais de quel droit tu parles de tel ou tel film, ou même pour citer quelqu'un d'assez clivant, je vois Durandal par exemple, j'ai vu énormément de tweets passer en le traitant de tous les noms parce qu'il n'avait pas aimé Furiosa, que moi j'ai adoré, et il a dit oh mon dieu c'est nul, et j'ai envie de dire mais là il fait à la limite il fait une émission de 2 heures pour dire pourquoi il a trouvé ça nul. Après on est d'accord, on n'est pas d'accord, globalement c'est pas... si on a aimé le film, normalement, ça devrait nous glisser dessus. Et on devrait se dire, c'est pas grave, en fait. Puis... Et c'est vrai qu'il y a cette espèce de côté, oui, non, mais on n'est pas légitime, ou alors t'as pas la bonne culture, ou t'as pas vu les bons films. À un moment, en fait, la légitimité sur Internet, pour moi, elle se résume au simple fait que on a une caméra, on a un sujet dont on a envie de parler, on a une plateforme, on l'utilise, on est légitime à l'utiliser, point. Parce qu'en fait, c'est à peu près la seule liberté que peut nous offrir les plateformes actuellement. Elle nous offre une plateforme, on peut diffuser nos avis, nos contenus, nos analyses, tout ce qu'on veut. Ça se limite à ça, et si vous commencez à vous poser la question au-delà de ça, vous faites rien. C'est-à-dire que vous arrêtez de faire des trucs. Nous, c'est vrai que si on se posait la question à chaque fois, mais est-ce qu'on est légitime de parler de tel ou tel truc ? Non, techniquement on ne devrait pas, on devrait l'être sur aucun sujet. On n'a pas de formation de journaliste, on n'a pas fait d'études de sociaux, on n'a pas fait de... Mais c'est pas grave en fait, il y a des gens qui vont analyser notre travail, le préciser, dire oui, non, ça c'est pertinent, pas. Nous, on essaie de le sourcer, de faire en sorte de pas balancer des trucs péremptoires et au moins d'avoir au minimum ça, mais même ça finalement quelque part, on n'a pas d'obligation de le faire. Et si c'est intéressant, ça intéressera d'autres personnes. Si ça intéresse que vous, au moins vous aurez fait votre vidéo et vous aurez sorti quelque chose, vous aurez sorti votre avis. Et ça aide en fait de poser en fait ce genre de choses. Ok, donc je sais que c'est Cyril qui sort souvent cette métaphore en fait qui vient de Harry Potter, de l'infâme J.K. Rowling malheureusement, mais bon, qui est une métaphore qui est vraiment extraordinaire à ce niveau-là. C'est la pancine. C'est l'idée de pouvoir retirer en fait le fil du truc et le poser à plat et de pouvoir l'observer en fait, enlever nos souvenirs et pouvoir les regarder avec du recul. Et nous c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on a une idée qui nous trotte dans la tête, un truc dont on n'arrive pas à se défaire, et on va coucher ça sur papier et ça va nous permettre derrière de se dire voilà, au moins
tant mieux si ça intéresse les gens, mais moi j'ai posé en fait mes idées en vidéo. Après, ouais, si les gens vous suivent, c'est que quelque part, ils aiment ce que vous dites, ils se reconnaissent et ils vous suivent, donc ils savent vos goûts et ils s'attendent peut-être à telle ou telle chose et puis ils en découvrent d'autres. Donc après, je comprends cette histoire de légitimité et en même temps, il n'y aura jamais un film qui fera 100% l'unanimité, ça n'existe pas. Donc, Évidemment, et tant mieux. Alors moi, ce que j'aimerais noter quand même, c'est qu'on a mentionné que tu avais fait une école de cinéma, du coup, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours, est-ce que tu as toujours été créatif? Parce que finalement, une chaîne YouTube, c'est créatif tout autant. Est-ce que c'est un truc qui a toujours été là ou depuis à quand ça remonte en fait finalement cette envie de créer des choses tout simplement? Oh, à très longtemps. Je saurais pas dire. Hein. Je bricolais pas mal de trucs gamin. Ok. Après, on faisait surtout des petits fanzines, des petits trucs comme ça avec les potes. Au collège, on avait commencé à faire des trucs qu'on avait poursuivis en lycée. Okay. On avait fait des courts-métrages aussi à un moment. On avait essayé de faire des petits courts-métrages. Globalement, alors ça c'était... Quand j'ai fait l'école de ciné, c'était vraiment parce que je voulais me diriger plus ou moins dans les métiers du cinéma. Ok. Moi, mon parcours de cinéphile, en fait, il a été marqué par Canal+, en fait, parce que j'habitais vraiment en race campagne. La première salle de ciné, il fallait aller à Clisson ou à Nantes, c'est-à-dire il fallait aller quand même prendre la bagnole, demander aux parents de nous emmener, etc. Et ça restait quand même un événement. Ok. Le fait d'avoir Canal+, ça permettait de faire tourner un stock assez monstrueux de VHS. Hein, ça faisait partie c'était mon budget VHS dans mon argent de poche. Était assez impressionnant. C'était vraiment une autre époque. Juste pour les plus jeunes qui nous regardent ou qui nous écoutent, donc moi j'ai 30 ans et je suis pas sûr à 100% d'avoir compris. C'est-à-dire quand tu parlais du budget VHS, on est d'accord, c'est-à-dire VHS vierge où tu enregistrais ce qui passait sur Canal pour après pouvoir les revoir. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, je suis pas sûr d'avoir compris. Ouais, c'est bon. Si vous êtes un peu plus jeune que nous, donc je pense que ça peut vous étonner, mais ok, j'ai compris. C'est quelque chose c'est une espèce de collectionnite en fait qui m'est toujours un peu resté. Ouais. Mais en fait, on avait les films en physique, même si on les regardait pas, on les avait quand même. Parce qu'à l'époque, un film passait sur Canal, il y avait 6 ou 7 diffusions. Les dernières étaient en VO. Et si on ratait, après on le voyait plus pendant potentiellement pendant des années. Et je sais qu'il y avait des films, il passait pas mal, notamment avec Jean-Pierre Dionnet, il passait pas mal de films asiatiques. Moi j'ai découvert Histoire de fantômes chinois sur Canal+, et j'ai halluciné. Je ne savais pas que ça existait en fait ce type de cinéma. Les années 90, c'est vraiment le moment où j'ai découvert tout un pan de cinéma en me disant mais ah putain c'est vrai que ça existe ça. L'époque où on se passait la VHS de Akira sous le manteau à l'école. C'est pas une blague, c'est-à-dire qu'on savait, c'était marqué interdit au moins de, je sais plus si c'était 18 ou 16 ans, enfin, en tout cas on savait que c'était un film qui était pas de notre âge, donc il fallait pas qu'on le dise à nos parents, donc entre copains, on se passait la VHS et puis on la regardait en fait le soir, et nos parents ils s'en foutaient parce que pour eux c'était un dessin animé, ils avaient pas vu qu'il y avait des bras tranchés, qu'à la fin ça se terminait avec une espèce d'énorme gelée dégueulasse, Et nous, on hallucinait en fait de se dire que mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit au Club Dorothée ou l'époque, nos dessins animés de l'époque, tu vois. Ok. Ça c'est vraiment mon truc de boomer là, je suis désolé. Hein. Non, pas de souci, pas de souci. Donc nous sur cette chaîne on a une émission ciné d'ailleurs avec Maureen que tu connais qui travaille au Concorde à Nantes et qui du coup m'a donné ton contact de base pour et l'idée aussi parce que je vous ai vu ensemble dans une émission au Concorde, donc ça c'est dit. Et des fois on prépare des émissions et on doit revoir tel ou tel film et en fait on a l'impression qu'à l'époque actuelle tout existe en VOD, on peut tout trouver. Par exemple là je cherchais un film alors je sais plus ce que c'était récemment, et c'était sur aucune plateforme. Et donc là je me suis vraiment dit on a l'impression que tout est accessible, pas tant que ça. Et puis du coup bon courage pour trouver un Blu-ray ou un DVD, sachant que déjà c'est plus le même prix qu'avant, les rayons ont bien réduit aussi. Il y a beaucoup de sites internet, alors c'est des sites de piratage, mais on appelle ça des sites de repack, qui ont pour éthique, et c'est un peu la mienne en fait, c'est que la plupart des films que j'ai moi sur mes disques durs, c'est des films qui sont vraiment inaccessibles. Enfin, pas forcément inaccessibles, mais qui globalement sont quand même assez difficiles à trouver. Et quand j'ai la chance de le trouver dans une qualité correcte, pour certains films hongkongais par exemple, ou même les films indiens par exemple, qui sont pas forcément... par exemple, je sais pas, Shin Godzilla était invisible en France de manière légale pendant 4 ans je crois, il est sorti en 2016. Ah oui. Okay. Et il est sorti en Blu-ray que cette année, et dans un coffret qui coûte quand même la peau du cul.
Mais ça bouge. Et ça, c'est une réflexion que je me fais depuis un petit moment. Et j'en avais parlé justement aussi dans l'émission de Screen Spirit qu'on a fait au Concorde avec Maureen. Le Covid est passé par là. Tout le monde a littéralement, a vraiment eu peur en fait pour le sort de la salle de cinéma. On a malgré tout un effet actuellement d'explosion, j'ai l'impression. Enfin, tout le monde se dit, les blockbusters américains périclitent. Ouais. Ceux qui trustaient les écrans, qui se contentaient pas de truster les écrans l'été, mais qui bouffaient aussi les créneaux en mai, etc. On avait du Avengers toute l'année, des gros blockbusters en hiver, un truc comme ça. Tout ça, ça se pète la gueule. Et à côté de ça, il y a plein de distributeurs français qui se disent « Eh mais, si moi, je prenais ce créneau-là et je balançais en fait ce film chinois dont personne n'a entendu parler, ou ce film indien sur des créneaux parfois restreints. Et en plus, le CNC a revu, ils accordent désormais des visas exceptionnels. C'est ce qui s'était passé pour Godzilla Minus One, par exemple. Okay. Le film est sorti pendant 2 jours sur un parc de salles assez restreint, oui, c'est ça. Mais assez large quand même, et ça a été un carton. Alors moi j'ai plein de questions, je vais essayer de créer un fil rouge, on verra si j'y arrive, mais vraiment sur le format de l'émission YouTube, donc le Ciné-Club de Monsieur Bobine. Tout à l'heure tu citais le fait que ça commençait avec des pastilles de 3 minutes, puis après vous êtes passé sur un format de 10 minutes qui vous paraissait long à l'époque. Il t'a sans doute pas échappé que sur YouTube en ce moment et depuis 2-3 ans, il y a vraiment une mode des documentaires et des vidéos plus longs. Est-ce que ça vous arrange? Tu m'as dit que tu avais du mal parfois à abréger, à faire court. Oui, ça tombe bien. Après, on arrive à un moment où on a aussi tellement de vidéos sur la chaîne et tellement de formats différents que désormais, de toute façon, il n'y a plus grand chose qui va... C'est pas une vidéo qui va changer en fait la donne sur la chaîne. C'est-à-dire qu'il y a une inertie. Et désormais, il y a même des trucs en fait... Je comprends pas. C'est vraiment un truc, je ne comprends pas comment fonctionne l'algorithme de recommandation. Personne d'ailleurs. Personne. Et c'est aussi ça, il faut se sortir un peu ça de la tête parce que c'est une usine à gaz. Les recommandations en fait de YouTube sont globalement bidons. C'est-à-dire qu'ils disent de faire des contenus courts, de faire des contenus réguliers. Mais moi, les contenus qui marchent le plus, effectivement, c'est les contenus longs. Ils ont essayé de mettre en place les shorts. Donc j'avais testé 2-3 shorts, mais globalement... Déjà, je ne sais pas quoi faire en short. C'est vraiment je suis trop vieux pour ces conneries. Hein. Vraiment, j'ai le côté boomer qui ressort. Moi, TikTok. Il n'y a pas de TikTok, Monsieur Bobine, si je dis pas de bêtises, j'en ai pas vu. Non, j'y touche pas avec un bâton. Je sais pas comment ça marche en fait. Je saurais pas quoi en faire. Ce serait revenir au format de 3 minutes, tu vois. J'ai pas envie de revenir au format de 3 minutes. Ouais, bien sûr. J'aime bien maintenant avoir mon format ultra souple, de pouvoir faire des vidéos qui vont durer. Si elle doit durer 20 minutes, elle durera 20 minutes. Si elle doit durer 1h30, elle durera 1h30. Bon, il va falloir 6 mois pour la faire, mais comme ça sur Dark Vador. Mais voilà, maintenant on a une souplesse à ce niveau-là, c'est qu'on fait les vidéos comme on l'entend en termes de format. Alors tu as évoqué quasiment 10 ans sur YouTube. Moi ma question c'est vraiment comment on tient 10 ans sur YouTube, vraiment déjà comment on tient, j'ai envie de dire moralement, niveau motivation, niveau avec ces changements de format, ces changements de règles, comment on s'accroche 10 ans quoi, parce que c'est 10 ans. La seule réponse valable, c'est pas tout seul. Ouais, ok. C'est vraiment le fait qu'on soit un collectif et qu'en fait on fait des vidéos comme on se fait des soirées où on parle ciné. On n'a pas de planification, on sait pas exactement Là, je sais pas ce que je veux faire pour la prochaine vidéo, par exemple. On n'a pas de plan non plus sur le long terme. On avait réfléchi un moment avec Cyril à une structure associative, par exemple, et on s'est dit à un moment, c'est tellement compliqué. Là, pour le coup, en fait, la seule structure qu'on a, c'est que je suis auto-entrepreneur, donc je peux, en fait... j'ai des revenus et donc je les déclare en tant qu'auto-entrepreneur. Okay. Mais par contre, je peux pas redistribuer derrière. Ah oui. Je peux pas refacturer derrière et redistribuer alors que je paye déjà. En termes de calcul, ça devient le bordel. Et puis voilà, les potes, pour le moment, si jamais on arrive vraiment à un moment à une grosse rémunération, là, il va falloir effectivement devenir une boîte de prod, un truc comme ça. Mais je pense que ça nous arrivera jamais. Là, on arrive à un plafond, en fait. Je pense qu'on arrive à un plafond de verre. J'ai vu... les statistiques en fait ralentissent énormément en termes d'abonnement, pas en termes de vues, mais en termes d'abonnement en fait, on arrive à un moment où on a notre niche. Ok. On va arriver à 100 000, on va probablement pas bouger plus que ça, et c'est déjà monstrueux en fait, 100 000 personnes quoi. On se rend pas compte mais. Ok. Et donc du coup, si tu vis pas pleinement de cette chaîne là, du coup. Non, j'ai aussi d'autres activités à côté, mais après de toute façon, si vous voulez faire à tous ceux qui veulent devenir youtubeurs, je vous déconseille vivement en fait
de mettre... Parce qu'en fait, le truc, c'est que si un jour YouTube change drastiquement ses règles et décide de fermer ma chaîne, c'est 10 ans de boulot qui s'en va, qui s'envole en fumée, et il n'y a pas d'assurance chômage derrière. Hein. On passe d'une rémunération à 0. Hein. Donc voilà, là, j'ai pas un SMIC en fait sur la chaîne, c'est dans les 1000 euros par mois, parce qu'on est dans une dynamique où j'ai eu la vidéo sur Dark Vador qui permet de monter toutes les vues. Donc globalement là, je récupère 1000 euros par mois sur cette chaîne YouTube. Que je déclare en tant qu'auto-entrepreneur, et donc voilà, après j'ai un pourcentage en moins quand même. Mais par contre, si la chaîne disparaît, je perds tout d'un coup. Okay. Et ça, c'est assez angoissant. Et ça, oui, c'est bien quelque sûr. chose aussi qu'il faut pas oublier, quoi. C'est que YouTube, c'est pas un vrai métier. YouTubeur, c'est pas un vrai métier. Faut pas faire que ça. On entend souvent aussi le mal-être que peuvent ressentir et la solitude que peuvent ressentir les créateurs de contenu, le sentiment d'imposteur aussi parfois, parce que quand on vit beaucoup des dons, etc., ça peut s'arrêter. Donc j'entends bien que ça doit pas être toujours confortable. Dans le chat, il y a une question qui était intéressante, Dark Monkey 501, qui disait: est-ce qu'il y a des thèmes que vous voulez aborder que vous n'avez pas encore fait? Il y a eu un running gag, mais sauf que je l'ai fait, grande surprise de mes camarades. C'était la vidéo sur Van Helsing. Ok. C'était un running gag, et pour les 10 ans, je leur ai dit non, mais en fait, Ce serait bien qu'on la fasse vraiment. J'avais dit, moi j'ai envie de faire quand même le truc, et puis en fait, j'ai Cyril qui avait commencé à écrire un truc, mais qui avait pas vraiment d'angle, et j'ai repris sa structure en fait pour refaire moi ma vidéo avec un angle à l'intérieur, en disant, mais voilà en fait pourquoi je suis fan de ce type-là. Parce que mon angle, c'était de dire que c'était un malentendu en fait, le gars. C'était vraiment un gros malentendu à Hollywood, que tout le monde le prenait pour un entertainer, alors que le mec faisait quelque chose de radicalement différent. Et donc voilà, j'ai quand même fait cette vidéo là. Et on avait mis ça en scène, c'était la 100e vidéo, je crois, ou un truc comme ça. Enfin bon, c'était... Elle était un peu exceptionnelle, donc c'était dit que ça marchait. Récemment, je tanne Johan pour faire une vidéo sur Malignante. C'est un espèce de nanar assez réjouissant, en fait, dont on parle assez fréquemment. Okay. Et en fait, on se rend compte qu'on a un peu comme Van Helsing, en fait, on avait plutôt envie de parler du cinéma de James Wan. Parce que malgré le fait qu'on va pas dire que c'est un grand réalisateur et tout, tout le team, mais il y a quand même une singularité, il y a quand même quelque chose qui nous fascine en fait là-dedans. Est-ce qu'il y a une vidéo dont tu es le plus fier? Est-ce qu'il y a vraiment une vidéo dont si on t'en demande une à recommander, on te croise, on te dit bon, c'est quoi la vidéo que tu as préféré faire, ou c'est laquelle du coup? Ça va dépendre un peu de chacun en fait dans l'équipe. Ouais. Celle sur Canal+, et le cinéma, on en était quand même assez fiers de celle-là. C'est pas moi. Alors moi, j'étais pas à l'écriture sur celle-ci. Canal+, et le cinéma, où on revenait justement sur toute l'odyssée de Canal+. Il y avait vraiment un gros côté Madeleine de Proust en plus dans cette vidéo, donc effectivement, elle nous parle à un niveau assez intime. L'une des plus belles qu'on a fait récemment, c'était celle sur l'Europe de Miyazaki. Oui, j'ai vu passer. Franchement, quand c'est Lucas, en fait, quand il m'a soumis le texte, Lucas, il écrit pas beaucoup en fait sur la chaîne. Il a écrit 2-3 épisodes, mais quand il écrit un truc, voilà, c'est costaud. Et donc là, en fait, au début, je dis bon, l'Europe de Miyazaki, ça parle de géographie et tout. Je dis oh, ça va être chiant. Et en fait, je termine le texte, je dis putain, mais c'est trop beau, quoi. Et ouais, franchement, j'étais très content. C'est un angle inattendu. Enfin. Ouais, je crois que la vidéo pour laquelle moi j'ai ma petite la vidéo sur laquelle j'ai celle dont je suis le plus fier, c'est peut-être celle sur Star Wars et Final Fantasy VII, parce que c'est vraiment pareil, une de mes Madeleines de Proust, et c'est une vidéo où j'articule vraiment en fait ce que je trouve singulier dans ce jeu vidéo là, en le comparant finalement à ce qu'il y a de singulier dans Star Wars, en expliquant que ils ont réussi à reproduire quelque part en mode vidéo ludique, et surtout en gardant cette espèce de côté cinématique. Vraiment, c'est un jeu très cinématographique presque. C'est d'ailleurs la volonté du jeu, c'est vraiment d'avoir à la fois un côté interaction et une narration très proche du cinéma, avec énormément de références, même de plans, de cadrage, de choses qui sont empruntées à des films. Et en plein milieu, il y a une espèce de twist, il y a une espèce de choc qui littéralement reproduit celui de l'Empire contre-attaque, où en fait, en tant que joueur, j'ai eu à peu près la même sidération que ceux qu'on pu découvrir quand j'ai découvert que
Spoiler, Luke Skywalker, en fait, est le fils de Dark Vador, Mais le non. saviez-vous? On sent quand même, quand on regarde, on va dire, quand on fait défiler les miniatures et donc les vidéos de la chaîne, qu'il y a quand même une vibe un peu pop culture, en tout cas, j'imagine, pour certains de l'équipe, je sais pas si c'est le cas pour de tout le monde. Est-ce que t'as un film ou une saga préférée, un peu de cœur, qui quand même revient un peu tout le temps? Parce que, par exemple, je sais pas, dans l'équipe de Karim Debache, ça revient toujours à Jurassic Park. Est-ce que toi, est-ce que c'est Star Wars, par exemple? Ou est-ce que... Moi, ce serait plus, probablement plus Matrix. Mais après, ça évolue au niveau du temps. Je sais que moi, le cinéma, ma vraie Madeleine de Proust, c'est les années 90. Ok. Et la vidéo dans laquelle j'exprime le plus, c'est la vidéo sur Matrix et les résonances. Ok. Celle-ci aussi, tiens, tu peux la mettre dans la liste dont j'en suis assez fier, parce que Ok. c'est vrai que c'était toutes les questions des années 90, où c'était la question du plagiat. Je pars notamment du fait que Dark City, même Alex Proyas a accusé les Wachowski de plagiat. Alors qu'en fait, c'est juste pas possible que ce soit un plagiat. D'une part, parce que en fait, les mecs ont juste pas inventé ça, c'était des films sommes. C'est des films qui parlaient de ce que le cinéma parlait déjà depuis une décennie. Donc Alex Proyas, son film, en fait, on l'a aussi déjà vu des dizaines de fois dans les années 90, donc il est bien gentil. Et globalement, en fait, les deux films étaient en production simultanée. Ouais, je crois que la saga Matrix, en fait, a une place assez centrale dans ma cinéphilie. Et tous les films, c'est-à-dire que chacun, en fait, même ceux qui m'ont genre désarçonné, Matrix Reloaded, quoi, quand je l'ai vu, je me dis, mais j'ai rien compris. Et en fait, qui est devenu avec le temps mon épisode préféré. Et puis le 3, que je trouvais un peu plus faiblard et qui finalement, c'est pareil, où ses qualités me sont apparues beaucoup plus tard. Et le 4, surtout, qui rebat toutes les cartes de manière extrêmement ludique et qui a quelque chose de très très insolent que j'aime énormément moi, dans le cinéma des Wachowski. Moi qui ai vu plusieurs vidéos à suivre, je me suis pas rendu compte, je savais qu'il y avait une équipe derrière, mais c'est fait de façon à ce qu'on se rende pas compte évidemment de qui a écrit. Si on regarde pas, je sais même pas si vous le mettez dans les crédits pour chaque vidéo, mais toute l'équipe est dans les crédits. On peut penser que c'est une seule personne qui connaît toutes ces choses là non, c'est totalement usurpé, hein. Moi je ne connais même pas la moitié de ce qu'on a mis en... Ce qui est rigolo aussi, je trouve, c'est que vous faites souvent des passerelles, c'est-à-dire que par exemple quand vous faites une chronique sur un film, c'est souvent en comparaison avec un autre qui n'est pas dans le titre mais qui est abordé. Et j'aime bien, je veux dire, je l'ai pas vu sur beaucoup de chaînes de le faire quasiment systématiquement. Parfois même la comparaison, elle prend la moitié de la vidéo par rapport au film qui est traité. Il y a une chaîne quand même actuellement qui le fait très bien, c'est Versus, qui a sorti récemment une vidéo sur l'homme à la caméra et le caméraman de Buster Keaton, donc l'homme à la caméra de Dziga Vertov et le caméraman donc deux films, un américain, un russe, avec deux approches radicalement différentes d'un même sujet, et elle est vraiment brillante. C'est vraiment la vision, pour moi, je trouve, en fait, de la pop culture la plus intéressante, c'est le fait de faire se confronter en fait des œuvres entre elles. Ouais, en tout cas, j'aime bien comment vous pouvez comparer. Des fois, j'ai en tête aussi votre plus grosse vidéo qui est sur le Hobbit, si je dis pas de bêtises, sur la trilogie Hobbit, où il y a une grosse comparaison et qui montre aussi les limites entre la comparaison de la prélogie Star Wars et puis les films le Hobbit, et qui dit que oui, il y a des choses qui... Enfin, je vais pas la synthétiser, allez la voir, mais il y a des choses qui ressemblent, mais il y a quand même des directions différentes aussi, carrément, et que la comparaison a ses limites. Mais voilà. Après, faut pas prendre la comparaison pour dire regardez, ça c'est bien, ça c'est moins bien, ou eux ils ont réussi, ils ont pas... Il y a aussi l'idée, c'est de faire ressortir la singularité de chaque œuvre. Et pour le coup, effectivement, le Hobbit peut énormément faire penser à la prélogie sur pas mal de ses aspects, même rien que sur sa trame narrative, en fait, où on repart sur le même univers, on repart sur des intrigues en souterrain, là où l'œuvre originale, au contraire, avait une intrigue très simple avec un conflit complètement ouvert et des enjeux très clairs. Là, au contraire, on est sur quelque chose de beaucoup plus... C'est d'ailleurs un peu la même dynamique dans Furiosa, hein. Mais on a moins cette idée de la chute d'un empire. Mais c'est vrai que le Hobbit et Star Wars, c'est la chute d'un empire. Mais après, au-delà de ça, il y a énormément de différences, énormément d'approches différentes. Et puis c'est des œuvres aussi maudites chacune, mais pour des raisons aussi différentes. Donc mais la comparaison est quand même valide. Il faut aussi reconnaître aussi des fois la limite qu'il peut y avoir, quoi. Et voilà, j'aime bien ce côté, regardez, il y a des choses qui sont pareilles, et en même temps, il faut se rendre compte qu'il y a des décisions radicalement opposées, et du coup, ça crée un terreau fertile à faire une vidéo avec plein de détails. On demandait dans le chat s'il y a des sagas récentes qui te semblent importantes ou qui sont aimées peut-être là, tout de suite, maintenant, Avatar, clairement, enfin...
On est Ouais. sur quelque chose dont on n'a pas encore mesuré. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, c'est un phénomène que j'observe moi en fait depuis 2009 parce que je l'attendais depuis très longtemps, Avatar. J'en entends parler depuis les années 2000 en fait, ce projet. Et c'est un projet qui date des années 90 pour James Cameron. Donc tous ceux qui l'accusent de plagiat, sachez d'emblée que non en fait. Voilà, c'est vraiment une création originale. Aqua Blue, ça n'a strictement rien à voir à part le fait qu'il y a des aliens bleus et que ça se passe sur une planète d'eau. Au-delà de ça, le film s'appelle Avatar. Il n'y a pas d'Avatar dans Aqua Blue. Et surtout, le scénario d'Avatar préexiste en fait au premier tome d'Aqua Blue. Donc voilà, ça c'était projet 880 en fait, ça s'appelait. Le nom de code en fait d'Avatar. Et c'est l'espèce de film somme de Cameron. C'est à la fois quelque chose d'extrêmement rétro dans son approche de la science-fiction, parce que c'est vraiment un film de SF complètement pulp. Moi, je retrouve en fait des sensations devant la trilogie Avatar, le diptyque pour le moment. Après, ce sera une pentalogie, je sais pas trop quoi. Enfin, je sais pas combien il va en faire, mais je retrouve en fait des sensations que j'avais en fait devant des BD des années 60, 70 de science-fiction complètement colorées, bariolées. Avec derrière la rigueur de construction narrative d'un James Cameron. Parce que c'est vraiment pour moi l'aspect le plus impressionnant, c'est la narration. C'est pas tellement c'est les effets spéciaux, mais c'est surtout la narration. C'est brillamment écrit. Et Avatar 2, qui sort 13 ans après une campagne en plus quasi une décennie en fait de campagne pour dire que tout le monde a oublié Avatar, ce que je trouve absolument pareil, savoureux. Est-ce que tu as essayé le gros jeu vidéo Avatar qui est sorti du coup, ce qui est un jeu Non. Ubisoft qui a eu à la fois des très bonnes critiques de ceux qui l'ont testé et en même temps, enfin voilà, je sais que pour les amateurs de cet univers-là, apparemment, il est vraiment bluffant. On incarne un Evi et du coup, on vit vraiment en communion avec Pandora et apparemment c'est bien. J'aimerais bien essayer, mais j'ai pas de console de dernière génération là Oui. encore. Parce c'est un que truc ça hyper coûte lourd en très plus. cher. Ouais. Ouais, et c'est vrai que je joue pas beaucoup aux jeux, je joue beaucoup aux vieux jeux en fait. Mais, Ok. là j'ai acheté un Steam Deck, donc c'est l'orgie de rétro gaming, c'est un truc monstrueux. Et je joue à des très très vieux jeux sur mon backlog Steam. Donc là j'ai fini Fallout New Vegas, Ok. pour vous dire où j'en suis, vraiment un truc c'est de pas boomer. si vieux finalement, enfin oui, c'est une dizaine. Là c'est pas si jeune, quand tu 10, regardes 15 la ans, tronche du jeu, ouais, 10-15 ans quand même. Ouais, ok. C'est au moins un siècle dans la tête d'un Oui, jeune normal. mais moins vieux que les VHS finalement. Mais moins vieux que les VHS, exactement. Quand tu fais autant de chroniques et de travail sur une chaîne YouTube autour du cinéma et tout ce que tu peux faire dans la vie, est-ce que tu arrives toujours à profiter d'un film quand t'en regardes un, sans penser en même temps à une potentielle chronique, comment tu vas pouvoir le connecter à autre chose dans une vidéo? Est-ce que tu arrives vraiment à faire abstraction de ça dans ton visionnage et à profiter tout autant Oui, Ok. en général, l'idée de chronique, en fait, vient après. Quand le film commence à mûrir, mais jamais pendant. Parce que si ça vient pendant, en fait, c'est que le film m'intéresse pas. Ouais, ok. Alors moi j'avais une autre chose qui m'est venue quand j'ai vu les vidéos, c'est que ça parle de beaucoup de films et j'ai l'impression, en tout cas sur la chaîne de ce que j'ai vu, que ça parle très rarement du format série, avec une exception pour Westworld qui est très souvent cité. Alors je sais pas qui est fan de Westworld dans l'équipe, mais j'ai vu au moins 4 ou 6. Cyril qui l'avait pas mal fois cité. Je crois qu'il y a au moins 3 ou 4 vidéos. Du coup ma question c'est, est-ce que tu regardes des séries? Est-ce que t'aimes ce format-là? Oui, Ou est-ce oui, que... beaucoup. Oui, beaucoup. Si, je regarde énormément de séries. Après, je ressens pas le même besoin d'en parler que les films. C'est pas Ouais. forcément le même format. Ponctuellement, je pourrais effectivement parler d'un épisode, mais ce serait comme d'un film en fait. Ce serait vraiment parce que cet épisode-là est singulier dans une série. Parler d'une série dans sa globalité, je sais pas, peut-être que ça pourra se faire un jour. Il y a pour certaines, c'est très difficile de trouver un angle. Genre The Wire ou Breaking Bad, c'est en pleine poussette qui met ça. Severance, Severance, c'est vrai que c'est une très très bonne série. S'il y avait un truc à faire, ce serait dessus. Après, généralement, les séries... Oui, c'est Maniac sur Netflix. Merci, Ok, Dark. je connais même pas le nom. Non, Severance, effectivement, elle était vraiment, vraiment très bien. Mais ce serait plus dans le cadre d'une vidéo sur Ben Stiller, par exemple. Parce que Severance, c'est vraiment une série qui parle des obsessions de Ben Stiller. Et notamment le personnage, en fait, qui est divisé en deux. Donc c'est pas exclu qu'un jour il y a un épisode où il y ait des connexions avec les séries, mais peut-être j'imagine aussi, ne serait-ce que pour le temps de visionnage que ça demande et sur c'est pas le même format qu'un film, quoi. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup plus d'heures à analyser. Non, c'est vrai que c'est pas le même format, mais après, tu sais, il y a des fois où on a dans 50 films qui sont cités dans un épisode, donc en termes de temps de visionnage, en général, quand c'est des vidéos très longues, on compte pas trop nos heures. Après, est-ce qu'on pourrait trouver une série qui donne à plusieurs membres de l'équipe d'en parler? Je sais pas.
Ça pourra arriver. Encore une fois, les sujets nous arrivent en fait, ça nous vient comme ça quoi. Il y a des fois on avait annoncé par exemple, c'est pour ça qu'on fait jamais trop d'annonces, on avait annoncé, on a fait une série de vidéos sur Aliens de James Cameron. Et du coup après il y a Aurélien qui a dit tiens mais en fait moi j'aimerais bien faire une vidéo sur Alien 3. En fait dans la vidéo sur Alien 3 on commençait en disant qu'en fait on ferait pas de vidéo sur Genève parce que bon on avait pas grand chose à dire, on aime bien le film mais... Et enfin moi ce que je l'avais dit, moi j'aime bien le Genet, mais sur le coup je me dis bon bah on en a pas grand chose à dire donc on va s'arrêter là. Et en fait après j'ai commencé à cogiter, je dis mais en fait il y a quand même un truc dont j'aimerais bien parler. Et finalement bah, j'ai fait mon épisode sur Alien 4 alors que j'avais dit que je le ferais pas. Okay. Donc désormais j'annonce plus rien parce que globalement voilà ça sert à rien de faire des annonces et tout comme ça. On sait jamais trop en fait quand ça va arriver quoi. Il y avait une question plus tôt, c'était en pleine poussette qui demandait si on s'auto-censurait en fait sur certains sujets. Ouais. On peut y revenir effectivement. C'est pas tellement qu'on s'auto-censure, mais par contre on est conscient qu'il y a des sujets dont on ne peut pas parler sur YouTube. Et c'est-à-dire qu'en fait on est quand même malgré tout, on nous a vendu cette plateforme comme étant totalement libre, faites ce que vous voulez, parlez de ce que vous voulez. La liberté par rapport à la télé. Voilà, par rapport à la télévision. Et quelque part moi c'est la seule liberté que j'y trouve et qui pour moi est extrêmement précieuse. Vraiment pas le seul avantage, mais c'est quand même le fait de pouvoir parler de ce qu'on veut, quand on veut, dans les délais qu'on veut. C'est-à-dire que nous, on a cette liberté-là maintenant. D'autres l'ont pas. Des petites chaînes YouTube qui essaient quand même de démarrer et qui se retrouvent coincées à 10 000 abonnés ou même à beaucoup moins. Le problème, c'est qu'ils sont obligés de lancer une certaine forme d'inertie, d'avoir... Et c'est toujours compliqué, en fait, de créer. Nous, on a ça. Je sais pas comment c'est arrivé, mais on est arrivé à un moment, on a eu 50 000 abonnés, on a eu 60, maintenant on est à 96 000. Je ne sais pas du tout comment c'est arrivé, mais c'est arrivé. Donc on a ce confort, quelque part, là, qu'on ne peut que souhaiter aux autres. Donc on va en profiter au maximum, c'est-à-dire qu'on va pas se forcer à faire des vidéos, on va pas se forcer à monétiser, à capitaliser plutôt sur ça. On va faire ça, toujours les choses au rythme où on les a toujours faites, avec les sujets qui nous passionnent. Là on nous a reproché de faire une vidéo sur Star Wars, oui en fait en même temps on est des quarantenaires, Star Wars ça a plus ou moins... déclencher une grosse partie de notre cinéphilie. Il n'y a pas une année où il n'y a pas du Star Wars qui nous tombe dessus. Je suis désolé, mais on en parle parce qu'on a envie d'en parler. Et puis si ça vous fait chier, rien ne vous empêche de voir la vidéo, allez voir ailleurs. Puis on a vu qu'il y avait un public pour ça, on l'a vu dans les vues de la vidéo. En plus, il y a un public pour ça, voilà. Mais oui, je savais aussi évidemment que c'était une vidéo qui allait cartonner. Et beaucoup plus que celle qu'on a fait sur l'Histomania avant. On nous a demandé s'il n'y a jamais rétropédalé sur un sujet peut-être sulfureux. Non, mais par contre, on est effectivement obligé de s'auto-censurer sur certains sujets. L'exemple le plus... Enfin, on ne s'est pas censuré sur ce sujet-là, et du coup, la vidéo a été démonétisée. Et la visibilité a été profondément réduite. Il faut savoir que la monétisation, ça c'est pareil, YouTube n'en parle pas, mais la visibilité est quand même dépendante de la monétisation. Pour eux, ils disent que non, globalement, qu'elle soit monétisée ou pas, l'algorithme va recommander avec ses critères de manière égale. Non, c'est faux. Ils gagnent de la thune sur les vidéos qui sont monétisées. Donc évidemment, ils vont pas mettre en avant les vidéos qui ne sont pas monétisées. Surtout pour des questions de sujet. Moi, une vidéo pour laquelle j'étais assez contente quand même, c'était la vidéo sur... c'était Cyril encore qui l'avait écrite, sur le cinéma Hollywood après le 11 septembre. Oui, c'est pas sur les films post-11 septembre, c'est pas du tout sur la question du complotisme, dire oui, en fait, Hollywood a filmé... Non, c'est comment Hollywood a réagi immédiatement, c'est-à-dire dans la minute presque après le 11 septembre, comment ils ont réagi et comment ils ont mis du temps en fait pour s'en remettre. On avait à ce sujet-là, sauf que on utilise forcément des images des attentats du 11 septembre. Oui. Et alors ça sur YouTube. Et ça, je ne savais pas, mais sur YouTube ça bloque. Complètement interdit. Il y a même il y a souvent des blagues là-dessus. Il y a des YouTubeurs qui recréent avec des objets du quotidien les images pour illustrer parce qu'ils disent c'est interdit ça. Ok, oui, je comprends. Donc ça, tu vois, si je l'avais su, je me serais censuré sur cette question-là. Où il y a tout un corpus de sujets qui normalement devraient ne pas être bloqués sur YouTube et qui le sont. Et c'est là aussi il y a un stress énorme à ce niveau-là, c'est que nous on a l'avantage aussi d'être en collectif, mais tout ce qui va toucher à la chaîne YouTube, effectivement, si ça périclite, ça nous touche vraiment directement. Parce que c'est un travail que personne ne reconnaît plus ou moins comme un travail d'ailleurs, c'est-à-dire que quand on dit qu'on est youtubeur, les gens s'en foutent complètement, pour eux, on fait des vidéos pour rigoler, mais non, c'est un véritable travail fourni, on bosse presque gratos en plus, parce qu'il ne faut pas oublier que la vidéo, normalement, ça coûte très cher. Je vous disais, moi, récolter 1 000 € par mois en ce moment,
c'est que dalle par rapport au temps investi. Effectivement, je suis d'accord que la plupart des gens qui regardent du contenu YouTube se rendent pas compte du travail derrière, etc. Après, est-ce qu'il n'y a pas une acceptation progressive depuis 10 ans, quoi, à peu près, les montées de pas mal de créateurs et tout, est-ce qu'il n'y a pas quand même une professionnalisation, et est-ce que c'est pas un petit peu plus, je dis pas totalement, mais un petit peu plus reconnu que... C'est plus reconnu parce que désormais c'est plus étendu aussi, mais ça reste malgré tout, la proportion de gens qui en vivent et la proportion de gens qui aimeraient en vivre ça, c'est est sûr. complètement déséquilibrée. Ah bah. C'est pas un boulot dans lequel tu peux rentrer, les places sont... Normalement, les places, il n'y a pas de limitation. C'est que théoriquement, tout le monde pourrait avoir 100 000 abonnés, je veux dire, il n'y a pas de... Ouais. C'est pas les chaises musicales en fait. Mais la réalité, c'est que YouTube a entretenu aussi peut-être pendant un moment, bon ça c'est ce qu'on m'avait dit en fait je sais pas si c'est vrai ou si c'est une légende, il avait quand même fait monter certains contenus, certains créateurs, pour pouvoir entretenir la légende que tout le monde pouvait devenir célèbre un peu. Et au final, nous, on a mis 10 ans en fait avant d'arriver à 96 000 abonnés, parce qu'en fait, on se posait pas tellement ces questions-là. Alors, on va pas se mentir, nous, on est super contents quand il y a une vidéo qui cartonne. Mais je suis plus à l'aise avec cette idée d'une espèce de progression lente, mais solide, plutôt que d'un coup devenir méga célèbre du jour au lendemain, d'avoir 1 million d'abonnés et d'un seul coup d'avoir une espèce de communauté immense qui obéit au doigt et à l'œil. Ça, c'est un truc qui me terrifie, quoi. Mais nous, par exemple, on a eu de la chance. Nous, on a eu pourquoi on a décollé à un moment, en 2015, on a commencé à... Comment on a eu la base, en fait, qui a fait qu'on a pu arriver jusqu'ici. C'est parce qu'on a un ami qui travaillait sur la chaîne Filmactu, qui travaillait sur le site Filmactu, et qui nous a proposé, il y a 10 ans, enfin 9 ans, de faire une vidéo sur leur chaîne avec Monsieur Bobine. Donc notre chaîne, elle avait quoi, 2000, 3000 abonnés à l'époque. Ah oui. Ouais, je crois je sais plus, il faudrait que je revoie les chiffres, mais bon, le rapport était quand même très très bas. 2015. Et donc nous, on avait fait cette vidéo sur Fury Road. Donc c'était la première vidéo qui n'est pas sur notre chaîne d'ailleurs. Ok. Qui est sur la chaîne de Filmactu. Et c'est une chaîne à 2 millions d'abonnés. Donc forcément, quand on fait une vidéo là-dessus, nous, ça nous renvoie plein d'abonnés. Bien sûr. Donc derrière, ça permet de créer une inertie. Ça permet de créer d'un seul coup... on a eu ce moment où, paf, d'un coup, il y a plein de gens qui sont venus. Et après, à partir de là, effectivement, ça a été régulé. Si on n'avait pas eu ça, peut-être qu'on serait même à 40 000. Ou je sais pas, on serait resté à même pas la moitié de ce qu'on a actuellement. Est-ce qu'on aurait eu la motivation pour continuer? J'en sais rien. C'est aussi ça le truc, c'est qu'on s'est jamais tellement posé la question, parce qu'on a toujours à peu près une régularité. Mais pour beaucoup de créateurs, c'est aussi une angoisse, quoi. Et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec d'autres qui étaient assez angoissés, où j'essayais de les rassurer, mais en même temps, on a tous des profils complètement singuliers. J'en ai vu qui ont essayé tout plein de formats, tout comme ça, et qui périclitaient, qui n'ont jamais réussi à décoller. Et c'était dommage, parce que c'était vraiment des contenus intéressants. Donc on en est un peu toujours encore une fois, à essayer de regarder dans le ciel pour voir des signes et essayer de comprendre ce qui marche ou pas. Donc bon. Là, on arrive à peu près 2 heures d'émission. Là, la question que je me pose, c'est quoi la suite? Est-ce qu'il y a un gros projet, peut-être même un truc que vous aimeriez faire un jour qui a jamais pu être fait? Est-ce que c'est plutôt rester dans une inertie comme ça et continuer parce que finalement ça fait 10 ans et que vous avez trouvé la recette? C'est quoi comment vous voyez la suite en fait? Pour le moment, c'est pas tellement qu'on a trouvé la recette, c'est on est à l'aise avec le format. Ce qui est déjà on est à l'aise avec l'écriture, on est tous à peu près, je sais comment tout le monde écrit à peu près. Peut-être qu'à un moment ça va nous lasser. Là, idéalement, nous ce qu'on aimerait bien, c'est continuer à faire ce qu'on a fait un peu avec le Concorde en fait, présenter des séances, parler dans des petites salles, pas forcément dans des multiplex ou des séances, des trucs comme ça, mais vraiment faire ça ponctuellement. C'est vrai que c'est un truc qu'on aime bien. Avoir un peu plus de contact en fait avec des gens, tout simplement, discuter un peu plus. C'est vrai qu'on est beaucoup entre nous, et c'est aussi quelque chose qui peut devenir problématique au bout d'un moment, quoi. Donc c'est toujours échanger et toujours continuer là-dessus. Mais pour le moment, non, on n'a pas de projet. On a des projets chacun de notre côté dont on peut pas trop parler, mais des très gros trucs sur lesquels on bosse. Ok. Mais dans l'ensemble, non, on n'a pas de... La chaîne pour le moment va continuer telle qu'elle va continuer, quoi. Ok, donc dans l'inertie qu'elle a actuellement, avec des grosses vidéos, des vidéos plus courtes. Et si je dis pas de bêtises, il n'y a pas trop de collab ou de featuring avec d'autres chaînes ou d'autres créateurs. Je sais pas si vous l'avez déjà fait. Il y en a un peu. Il y en a un peu, ouais. Ouais, il y en a un peu, mais en fait, il y en a eu notamment celle sur l'Europe de Miyazaki avec Victor, notamment. Et on en a fait, nous, quelques-unes avec d'autres vidéastes sur leur chaîne. La raison, c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'en fait, c'est presque logistique. C'est très compliqué de faire une collaboration avec le montage, avec l'animation, etc. Bien sûr. Ça nécessite quand même, en termes de coordination, c'est pas juste t'envoies tes rushs et puis je fais le truc, quoi. Oui, c'est ça. Si on fait une vraie collab, ça nécessite quand même, en termes de technique, un minimum
de synchronisation et c'est pas toujours très simple. Et est-ce que je sais pas, est-ce que vous êtes déjà posé la question de faire un format podcast ou d'écrire un bouquin, enfin de sortir du média vidéo YouTube par exemple? Un bouquin, on en a écrit un. Tu vois, je suis mal documenté, alors je ne savais pas, je regarde. Attends, je reviens. Notre bouquin sur le cinéma des sœurs Wachowski. Ok, et qui est, enfin, au nom de Monsieur Bobine du coup, ou à vos noms propres? C'est marqué le Ciné-Club de Monsieur Bobine et il y a Noyer, Orzulik et Pavageau, donc on est trois auteurs dessus. Ok. Je vais la mettre devant. Trop bien. Bah, on va aller voir ça de près. Je vais aller voir ça aussi. Ça, c'est l'édition collector. Jolie la couverture en tout cas. Moi, ce que j'aime bien faire en fin d'émission, souvent à la fin, c'est de laisser une petite carte blanche. Est-ce qu'il y a un sujet que tu voudrais développer? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu veux revenir? Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé que tu voudrais, dont tu voudrais aborder le sujet? Est-ce que bah, sauf si tu veux repartir sur une heure d'émission. Mais non, je pense que j'ai été comme, enfin, je pense. Avoir déjà pas mal monopolisé la parole. Ah non, mais on est là pour ça. Moi, j'irais bien peut-être d'aller quand même voir si les sujets vous intéressent, d'aller voir ce qu'on a fait pour Screen Spirit justement sur l'IA au cinéma, la table ronde qu'on a faite avec Julien Dupuis, Jessica Michneau du podcast Bon Chic Bon Genre, mon camarade Cyril Roland et Quentin Pignon qui est animateur et formateur sur des questions cinéma et numérique. Parce que c'est un sujet, moi, qui actuellement m'intéresse énormément, peut-être autant qu'il m'effraie, mais qui nécessite quand même pas mal de nuances, dont on entend parler un peu à tort et à travers, qui justifie une vraie peur. Hein. Il y a des métiers qui vont péricliter à cause de ça. Hein. Je vois les doubleurs là qui ont peur vraiment du deepfake au niveau de la voix. Ils ont raison d'avoir peur, vraiment. Il y a quelque chose, leur métier va peut-être perdre quelque chose. Mais au-delà de ça, ça reste un outil assez incroyable et il va y avoir des applications qui vont être incroyables. Et après, ça va être une question de réglementation. Il y a aussi beaucoup de gens qui en parlent ou qui évoquent ces sujets-là sans les connaître. Et du coup, on aura peut-être une vision différente la prochaine fois qu'on verra du cinéma avec ces clés de compréhension. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On a fait 2h40 ensemble, c'était vraiment chouette. Prévenu que je risquais c'est parfait. Donc merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Et puis merci aussi à tous les gens. Merci de m'avoir invité. Chat, avec grand plaisir. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura un best-of qui sortira sur YouTube dans les prochains mois. Il y aura aussi la version podcast en intégrale. Et puis sinon je te remercie et je te souhaite une bonne soirée. On va pouvoir clôturer cette émission. Et puis c'était super intéressant en tout cas. Merci beaucoup. De rien, merci à toi. Ouais, et puis on se réécrit en off. Je vais repasser en caméra finale. Mais merci beaucoup et puis bonne soirée. Et allez voir, évidemment, pardon, j'oublie, mais allez voir Monsieur Bobine, la chaîne et tout. Je croyais que t'allais dire allez voir Furiosa. Alors, oui, aussi, allez voir Furiosa. Je suis très nul à vendre, très nul à vendre mon truc. Allez voir Monsieur Bobine aussi. Hein. Monsieur Bobine existe sur Twitter, Insta, Threads, Facebook, Twitch, plein de choses, mais notamment la chaîne YouTube, si vous ne la connaissiez pas. Et puis, du coup, allez voir Furiosa sur les conseils de Monsieur Bobine. Tout à fait. Ça. Merci beaucoup et puis bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Moi en tout cas c'était très chouette. Et puis écoutez, sachez que sur cette chaîne il y a pas mal de choses très diverses et variées. Tous les jeudis il y a une émission cinéma. Alors, et puis sinon sur cette chaîne il y a aussi du gaming, des interviews, des entraînements à questions pour un champion. C'est très très large le contenu de cette chaîne. Et puis bien sûr ma chaîne YouTube et puis tous les réseaux Twitter, Insta. Merci tout le monde, merci Sheva, merci Mambo, merci Dark Monkey, merci En Pleine Poussette, merci bref tous ceux qui ont participé de près ou de loin ce soir. Oh là là.